Aujourd'hui, nous rentrons dans les années 90 et nous restons dans le chapitre de la déterritorialisation, c'est-à-dire comment sortir de cet univers euh, de référence de toute cette histoire de l'art. Et je voudrais regarder, puisque Basquiat m'en a donné l'occasion, cette figure de l'artiste, qui serait l'artiste maudit, qui vient de l'art vieux, hein, qui vient de la période renaissante, puis quand on peut en faire l'histoire rapidement, cette invention, cette distinction de l'artiste et de l'artisan, c'est ça la Renaissance en une phrase. Et cette distinction passe l'invention de la... Qu'est-ce qui s'est Le passé développement... là? Attends. Monsieur Marie, tu as ton micro qui est branché. Donc, il ne faut pas que tu fasses de commentaires. Ou alors extrêmement intelligent comme à l'accoutumée. Le développement de la peinture à l'huile dans le Nord et en Italie se retrouve Qu'est-ce qui se passe? se retrouve on est en 1434 avec cette simultanéité de la peinture à l'huile et donc des portraits, mais aussi le nom de l'artiste qui signe l'ensemble. Et peinture à l'huile, sortie du rapport artisan-artiste, signature. Et donc beaucoup d'autoportraits comme Dürer ici 1493, avec plutôt de la renommée, un monogramme qui le montre. Et donc toute cette représentation, on va dire, de l'artiste roi, c'est pas vieux finalement, ça a 5 siècles. C'est au cœur de toute cette peinture qu'on peut appeler moderne, jusqu'à cette rupture contemporaine. Et ce que je voudrais regarder aujourd'hui, c'est ça, la sortie de territoire. On va réécouter ce que ça signifie pour Deleuze. Elle se fait chez les artistes contemporains. Je voudrais montrer Kitano, je voudrais montrer Pierrick Sorin et je voudrais montrer Paul McCarthy. On est dans 3 univers très différents. Peut-être Kusamaï, sinon demain. Qui par la figure de l'idiot, par la figure de l'artiste qui a l'air complètement à côté de la plaque, complètement décalé. C'est pour ça que j'ai pris comme repère Buster Keaton. Par cette figure-là surjouée, va questionner ce qu'est l'artiste. Donc, je reviens dans mon histoire. Cette représentation de l'artiste amène Dürer à se retrouver même au sein du martyr des 10 000. Une huile sur toile, le voilà en noir avec son petit panneau qui dit « Je suis Dürer qui a peint cette scène ». C'est quand même pas rien. Le voici en figure emblématique. S'il ressemble au Christ, c'est pas complètement par hasard dans la gestuelle, dans la frontalité, dans la sortie sur le fond. Et puis on le retrouve chez Michel-Ange dans cet autoportrait fantasmé de Léonard, puisqu'il est pas si vieux, mais qu'il a son propre visage qui copie, on va dire, la figure du sage philosophe. Dans tous les pays du monde, quand on a une grande barbe, c'est qu'on est savant. Même à Marseille. Cette figure de Méduse du Caravage est à la fois une façon de questionner l'image du peintre, puisqu'on a pensé que c'était un autoportrait, et que cette prouesse de représenter le monde, c'est aussi ce qu'on attend de l'artiste à partir de la Renaissance, c'est la main, la manière de faire qui donne l'originalité avec tous les éléments techniques. Donc, c'est ce qui fait qu'on achète un autoportrait. À part ma mère, personne ne veut un autoportrait de moi, à moins que la virtuosité de la façon de faire et rende supérieure cette image-là à celle d'autres images produites par un artiste. Ici, Rubens, ici, Judith Lester, qui se montre même dans le costume, qui n'est pas celui du peintre. Et puis, on l'a vu, Rembrandt dans les séries d'autoportraits, Velázquez qui peut aller jusqu'à peindre le roi et la reine dans un reflet lointain derrière lui, alors que lui est dans les Ménines en train de peindre. C'est ce qui servira à Michel Foucault de modèle dans l'introduction des mots et des choses comme image, entre guillemets, de l'art moderne. C'est ce décalage de qu'est-ce qu'on voit, de qu'est-ce qui est vu, de qui est regardé, et ce questionnement qui nous amène aux contemporains. Cette période moderne, elle s'est ouverte dans le fait que Vermeer, ici,
on a toujours les références en haut, peut se peindre de dos, dans une espèce de théâtre où le rideau se soulève et où on voit que tout est faux, en fait, que la future déesse, c'est une modèle qui pose avec tous les objets sur le côté. Voilà, le hors-champ fait partie de l'histoire. Mais cette reconnaissance qui a eu son sommet à la Renaissance et puis qui après va se retrouver dans un développement, ici l'atelier de l'artiste, donc d'acheteurs, de réseaux, de ventes à partir du XVIIe hollandais, de presse qui va diffuser au XIXe siècle tout ce travail. Il va être ce développement de l'autonomie de l'artiste, c'est plus des commandes, c'est un marché qui s'ouvre et donc il va falloir séduire. Il est simultané avec cette exacerbation romantique de la personnalité, de l'intériorité de l'artiste. Il faut représenter son propre monde, et c'est ça qu'on attend de lui. Et c'est exactement ça que vont, pour faire court, moquer nos artistes des années 70 à 90. Voilà, la caricature en étant le Friedrich, avec, c'est pas forcément l'artiste, c'est le voyageur, c'est le poète, celui qui nous tourne le dos, mais qui regarde l'infini et qui nous fait le regarder. Là, on a Friedrich, là aussi, dans son studio. On voit que tout est un peu modeste. Le Delacroix flamboyant, le Courbet prétentieux. Le Van Gogh solitaire qui peut se montrer lui-même en train de peindre avec une ombre alors que tous les objets autour n'en ont plus. Le douanier Rousseau qui, avec sa petite palette modeste, se montre comme l'artiste qui sait faire. Et on est déjà dans cette modernité avec l'intérêt de Picasso, Apollinaire pour le douanier Rousseau est une façon par l'art naïf, puisqu'il n'est pas douanier, mais il a une haute idée de lui-même. Cette naïveté peut être une force dans les images qu'on va fabriquer. Si je faisais un glissement, je pourrais dire qu'à partir de l'époque moderne, les artistes font des images. Ils ne font pas que des peintures. Ils font des représentations. Et il y a toujours ce jeu qui montre qu'on est dans une image de duplication et donc aussi double, c'est-à-dire qui dit toujours quelque chose et son contraire. Ce qui me fait comme conclusion, j'en avais jamais parlé, mais toute la partie de Marcel Duchamp où il invente un personnage qui s'appelle Rose, c'est la vie, c'est lui qui est maquillé en femme. Duchamp a pensé à tout avant tout le monde et à ces questions de genre. Le petit clin d'œil final, c'est qu'en illustration même, Norman Rockwell peut s'amuser avec toute la virtuosité de l'illustration. Vous voyez, comme le savoir-faire technique a basculé dans un autre domaine, à la fois résumer toute l'histoire de l'art, la peinture pompier dont il fait partie dans la capacité de dessiner merveilleusement, le Dürer, le Rembrandt, le Picasso, le Van Gogh, jusqu'à jouer, j'ai une petite esquisse d'avoir l'air un peu fumeux, brumeux et d'avoir l'air intelligent sur la peinture. Voilà, ce jeu de la représentation de l'artiste qui va devenir une sorte d'ironie puisque ce jeu est devenu un jeu de rôle à l'époque moderne. C'est ce qui m'a fait rattacher Picasso encore à un temps d'avant l'art contemporain. Il va avec, je disais, galerie, marché, achat et vente en fait dans les expositions. Des collectionneurs, Ambroise Vollard, qui feront tout ce développement de Ambroise Vollard par Renoir, Ambroise Vollard par Picasso. Il faut être motivé quand on est un marchand. Kahnweiler et le MoMA qui va être un des grands initiateurs de ce développement mondial des achats d'art et de la circulation de l'art, dans lequel on vit encore aujourd'hui. On en a parlé. Raymond de Moulin a fait beaucoup de livres sur l'art et le marchand. Voilà, on a ajouté le principe de la presse, c'est-à-dire les critiques qui vont dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et qui vont, par un jeu de valorisation, dévalorisation, attirer l'attention pour que les collectionneurs aillent acheter. Et d'où, sur cette modernité, la figure de l'artiste tourmenté va s'ajouter avec l'artiste scandaleux qui va... dans l'exposition des impressionnistes, la première au studio Nadar en 1874, par un succès de scandale, faire connaître leur travail. Zola, proche de Manet, qui le représente ici, des impressionnistes aussi, va lui aussi participer par son intérêt pour la presse et puis par ses prises de position politique, va participer de ce jeu, et c'est pas péjoratif comme terme,
dire ce qui est la valeur à venir, d'être celui qui trouverait à l'avance ce qu'il va falloir acheter ou ce qu'il va falloir connaître ou ce qu'il va falloir aimer, voilà, le goût avant tout le monde. Cette idée de nouveauté disparaît dans les années 70 qui nous arrivent. Là, on peut avoir, avec Cham toujours, des dessins de presse qui peuvent caricaturer la peinture. Qu'est-ce que ça peut bien représenter un paysage ou une figure? Le peintre a dit que ce serait à votre idée qu'il ne voulait pas vous contrarier. Encore Cham. On a vu que ce principe de Fénéon en auteur redoutablement efficace de virtuosité d'écriture et de défense de la presse et des nabis notamment, à lire. Voilà, un jury de peinture en 1855. Le principe de la modernité, et c'est sa fin, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est le manifeste du futurisme dans le Figaro. Donc, ce qu'avait initié Courbet, être un artiste va être aussi être un penseur, être celui qui peut écrire, qui peut défendre des valeurs et qui va foutre le bordel et interagir avec le public, quitte à le choquer. Esthétique du choc dont a parlé Walter Benjamin, qu'on retrouve ici chez Dada dans ces années 20. J'en viens à ma deuxième partie, c'est celle qui m'intéresse beaucoup, de la représentation de l'artiste au cinéma. Parce que finalement, il y a un truc qui est amusant, c'est que je suis le seul spécialiste avec moi-même de la représentation des artistes au cinéma. Il y a un livre que je vais montrer qui s'en est occupé, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup creusé depuis des années. Et si je l'explique de façon rapide, c'est que c'est très intéressant parce que chaque fois qu'un peintre est montré au cinéma, déjà, il n'y a que des peintres et il n'y a pas d'artistes contemporains. Pour des raisons qu'on va développer en regardant des extraits et des images, notamment celle de la culture, sans doute visuelle des cinéastes, qui reste moderne, qui n'est pas trop tournée vers le contemporain, et aussi celle presque un peu caricaturale. On va voir qu'il y a des très mauvais films et que quand le cinéaste se pique de montrer la peinture, ce qu'il cherche, c'est à montrer l'acte de création, l'acte de recherche, et donc c'est une forme d'autoportrait. Et donc ça fait deux écueils redoutablement... vous savez, la ringardise, il suffit de pas beaucoup, hein, c'est comme une carotte avec un lapin, il suffit de s'approcher. Je dis, tiens, je vais faire une peinture avec une tête de cheval, donc déjà, on a des éléments. J'adore les chevaux, c'est ce que je préfère et ça fera plaisir à ma mère. Déjà, vous avez réuni tous les éléments qui fait que l'art contemporain nous apprend à prendre de la distance par rapport à ce qui est représenté, par l'ironie, par l'humour, mais aussi par la quantité de références qui traversent le travail et puis par le fait qu'il ne s'agit pas seulement de faire une image, mais de comprendre qu'on fait une image. Et donc, la représentation des artistes au cinéma, je finissais cette représentation de l'artiste, c'est que chez Hitchcock, par exemple, il y a un jeu avec le travail de Quirico qu'on retrouve dans beaucoup d'images de Hitchcock et dans sa gestion. Là, je suis dans Vertigo, de choses qui feraient penser à Hopper. Voilà, de comparaison, il y a eu plusieurs expositions qui montraient le travail de la peinture de l'époque. Alors, on dirait, voilà, Chirico, années 20, Hopper, années 20 aussi. Une peinture plutôt figurative, dont on a dit qu'elle était finalement un peu en marge de l'art contemporain. On va voir que les artistes cinéastes sont pas toujours sont aussi proches du sample et du montage et du collage qu'on a vu chez les dadaïstes surréalistes et récemment sur les artistes du son. Mais chez Hitchcock, on a quelque chose qui est assez classique dans la mise en scène, dans la façon de filmer la couleur et dans la puissance de cette couleur, dans cette fascination pour les femmes et pour l'image des femmes. Et dans ce que signifie le regard, dans la posture du voyeur qu'on a déjà regardé, puisque là, particulièrement dans Vertigo, si vous n'avez pas suivi, je ne vais pas vous divulgacher, mais le monsieur ici est un peu amoureux de la dame ici qui vient de voir pour la première fois, parce qu'elle ressemble quand même beaucoup à une dame qu'il connaissait et qu'il aimait particulièrement. Nous sommes tout aussi troublés que lui, donc on est complètement fascinés. Donc il suit cette dame qu'on voit beaucoup de dos, qui est en train, dans un musée, de regarder une peinture. Et cette peinture est dans les mains du modèle peint, un bouquet de fleurs, qui est aussi à côté de la dame, donc on ne sait plus très bien où on se trouve. Et il y a, pas besoin de faire beaucoup de métaphores poussées, dans le nœud du chignon de la dame, un jeu du nœud du cerveau du réalisateur et du cerveau de celui qui regarde, puisqu'il est en train d'être perdu. Vous voyez, la superposition, le jeu de superposition me fait dire qu'il y a aussi
quelque chose du montage plus moderne, entre guillemets, plus contemporain de Hitchcock, même si dans les références visuelles qu'on peut voir dans ce Vertigo, on est plutôt dans de la peinture classique qui correspond au goût d'ailleurs de Hitchcock lui-même. Des petits extraits de Vertigo et des jeux où la couleur intervient, où le jeu de mise en scène de l'image dans l'image intervient, et où donc voilà, jeu d'éclairage est invraisemblable. Hein. Essayez-vous d'éclairer les fesses de la dame pendant que sa tête est de profil en contre-jour foncé. Il faut quand même du métier. Et essayez de mettre des couleurs violacées, même en peinture, qui deviennent du vert. Vous allez voir ce que ça va donner. C'est la recette du caca boudin assuré. Il y a donc, dans la représentation qu'on se fait de l'artiste, et dans la façon dont les cinéastes filment, fréquemment une conception de l'artiste assez classique, je pourrais dire, assez banale en un sens, et c'est ça que je voudrais regarder là. Voilà. Le livre dirigé par Tiva aux presses universitaires de Rennes, qui est tout à fait remarquable, comment sont montrés les peintres à l'écran. Vous pourriez me dire, finalement, il n'y a pas beaucoup de peintres, la peinture a disparu, et donc si on déjà décide de filmer des peintres, c'est bien qu'on n'a pas l'idée qu'on va faire de l'art contemporain un sujet. On en voit, et il y a pas mal de caricatures sur l'art contemporain, plutôt que d'intérêt. Si j'en fais une liste rapide, un des premiers, c'est là où il y a passage de l'un à l'autre. Il y a du documentaire avec des artistes réels qui sont filmés. Ceux de chez nous filment Rodin, Renoir et même Degas de loin. Fernand Léger va participer par exemple au ballet mécanique en jouant des superpositions des superpositions d'images et des superpositions de textes et d'images. Donc, on a des artistes qui, dans les années 20, j'en ai parlé, s'intéressent au médium cinéma pour le travailler, en se disant, tiens, il y a une nouvelle matière pour nous au travers du goût pour la machine, au travers du goût pour la vie moderne et son rythme, puisque l'art du cinéma, c'est aussi l'art du rythme, ce que cherche tout le temps la peinture à deux dimensions. Et puis, on a aussi, avec le Chien andalou et l'Âge d'or, des collaborations de réalisateurs avec des peintres ou avec des artistes dès le début, puisque vous voyez, notre premier film était 1915, le cinéma a été inventé en 1895, on a très tôt ça, on va le voir encore plus tôt. Des collaborations, donc des façons de faire intervenir les artistes dans les films sous forme de documentaire. Donc la figure de l'artiste, c'est ça que je regarde. Elle va être beaucoup mise en scène. Dans tout ce que j'inventorie depuis des années, je suis même pas à 200 films qui portent sur un artiste ou qui intègrent un artiste, donc c'est pas si fréquent. Par contre, on a des noms redoutablement importants. Donc, l'Automne qui joue Rembrandt dans un film de Corda de 36. On a un très vieux Mizoguchi qui parle d'Utamaro, l'artiste japonais. On y viendra demain. Le incroyable film de John Huston de 52. Je passe par des grosses figures qui, par le jeu de la couleur incroyable, va rendre hommage à Lautrec notamment. On n'est pas loin, là, c'est John Huston 52. En 56, tout aussi coloré et tout aussi passionnant, le Kirk Douglas et Anthony Quinn qui jouent respectivement Van Gogh et Gauguin, avec une imagerie américaine de ce qui est Paris pour eux, une sorte de caricature. On a, comme le disait Vincent Lindon, quand on le questionne sur est-ce que vous avez tenté votre chance aux États-Unis pour jouer des films, il dit tu joues, tu as une clope, tu as un truc sous le bras, tu as un béret. Voilà, on est aussi dans une imagerie, mais c'est un sujet qui m'intéresse puisque c'est ce qu'on traite en fait. Un film avec un vrai peintre dedans en train de peindre, on n'en a pas beaucoup, on est en 56 aussi. En 65, quelque chose qui est pas très connu, qui est vraiment très kitsch, mais très intéressant, c'est la vie de Michel-Ange. Et ne serait-ce que le titre, L'extase et l'agonie, on voit à quel point on est dans la recherche, dans l'inquiétude. Hein, vous voyez, le mystère Picasso, la vie passionnée de Vincent Van Gogh.
Le Rembrandt est aussi dans les artistes qui sont le plus souvent filmés. On a Rembrandt et Van Gogh, c'est les deux têtes de liste, pour montrer la tourmente de la création. Ce qu'on voit aussi d'une certaine façon, le mystère Picasso, le titre lui-même indique qu'on va découvrir quelque chose qu'on ne voit pas. Et en effet, le croisement de la peinture avec le cinéma, c'est une façon de voir le travail en train de se faire, ce qu'on ne voit jamais. On voit au théâtre, enfin on voit jamais les répétitions, quelles qu'elles soient normalement, mais au théâtre, on voit quand même un art du temps, comme tous les arts vivants, que ne possède pas la peinture. Donc on voit quelque chose qui est en train de se faire et c'est très fascinant. Et donc, dans les façons de filmer les artistes, un pur chef-d'œuvre, Roblev, l'artiste des icônes, par Tarkovsky. J'ai parlé du Messie sauvage de la vie de Godi Brejcha de Ken Russell. On est dans les années 72, on est en train d'arriver tout à côté de notre époque. J'ai déjà parlé de chef-d'œuvre qui est le Munch de Peter Watkins. On est déjà avec des artistes qui sont, vous l'avez compris, on est finalement avec des artistes assez classiques, alors qu'on est en 70, à part le Bigger Splash de Hazan avec Hockney. On n'a pas beaucoup de choses qui collent aux contemporains. Et encore, dans ce film avec Hockney, il y a de la figure, il y a de l'image. Et donc quelque chose qui colle assez bien à ce que le cinéma veut utiliser. Et ici, on a l'occasion de voir que la transposition du regard du cinéaste sur l'artiste, la projection, alors là, dans le sens bassement freudien, c'est-à-dire le Messie sauvage et Ken Russell, il y a à voir. Le Watkins et le Munch, c'est-à-dire des artistes qui seraient un peu en marge, qui seraient dans une forme qu'ils s'inventent à eux-mêmes. On est synchrone aussi. Le bon Rembrandt de Just Selling, où on voit, vous voyez, le sous-titre l'indique, Fécite 1669, c'est-à-dire ce qu'il a fait. Donc on voit le travail en train de se faire, et ça, c'est la troisième entrée. En fait, on a une façon de montrer une admiration pour l'art, une façon pour le cinéaste de faire un autoportrait des affres de la création, mais on a aussi, par la mécanique même du cinéma, une façon de montrer le travail en train de se faire. Et par le jeu, je vous l'avais dit, dans Watkins, d'aller-retour entre une partie faussement documentaire, comme il sait si bien le faire, et des choses jouées, va, par ce décalage, montrer la complexité du travail et donc de la création en jeu. Je vais y venir parce que ce Cavalcanti de Glauber Rocha est une merveille. Quand je viens sur les époques où nous nous trouvons, le tavernier du dimanche à la campagne est finalement assez classique. C'est la figure jouée par Ducreux d'un peintre un peu impressionniste, et on a le tavernier qui aime le cinéma de l'avant-guerre et puis la culture française des images, si on peut dire ça comme ça. Il y a à la Cinémathèque des expositions qui ont commencé depuis quelques années à faire ces rapprochements entre peinture et cinéma, et les deux Renoirs sont déjà un bon exemple de ça. Comment, du point de vue gestion du musée, exposer côte à côte une peinture et un écran qui bouge, voilà, lequel va gagner, quelle taille doit avoir l'un par rapport à l'autre. Des questions qui sont tout à fait contemporaines, justement, du statut de l'image. À première vue, l'écran qui bouge gagne toujours, hein, et donc il faut trouver comment une projection immense, si elle est dans le noir, on ne voit pas la peinture, comment cet aller-retour des références, même pour le Hitchcock que je montrais, ils ont fait une très belle expo sur Antonioni, ses sources d'inspiration aussi, voilà. S'il y a bien un artiste qui est cinéaste qui vient de l'image couleur et qui pourrait être attaché au pop art qui lui est contemporain, c'est bien Antonioni. Donc on a une façon de questionner les références visuelles sur lesquelles s'appuient les artistes. Je ne suis pas fan, il a eu un succès énorme de ce Claudel que Nuiten a écrit pour Adjani, pour une raison simple, parce que la figure de l'artiste tourmenté est poussée à son maximal. La Claudel qui est montrée, je trouve que quand on met face à face la Claudel de Jacques Doillon, sortie il y a peu de temps, on a un rapport de l'un à l'autre qui n'est pas qu'une sorte de vampirisme, comme Anne Delbé l'avait décrit dans son livre sur Une femme sur Camille Claudel, mais on est en 88 en train de découvrir des artistes femmes qu'on avait ignorées longtemps. Un des plus mauvais films sur les artistes, c'est vraiment
très très haut niveau, mais j'en ai encore sous le pied. On est en 90. C'est Robert Altman qui se fascine. C'est une figure qu'on trouve souvent, le Van Gogh, là dans son rapport à son frère. Le Kurosawa, produit par Spielberg, permet une merveille de filmer dans un des sketchs Van Gogh à nouveau, mais un Van Gogh joué par Scorsese. Donc on a le jeu de transposition qui est à son maximum. Il me semble un des chefs-d'œuvre sur ce sujet, l'adaptation du texte de Balzac sur l'artiste qui ne peut plus, qui ne peut pas peindre, qui n'y arrive pas en fait. Et là, on commence à avoir quelque chose qui est propre à l'art contemporain que connaît bien Jacques Rivette, c'est-à-dire au lieu de filmer une espèce de quête, j'y arriverai jamais, je vais pas m'en sortir, je suis un raté, mais si à la fin j'expose ou à la fin je me suicide, on a un Rivette qui s'intéresse au travers de la figure Dufour, qui est lui-même artiste du nu, de l'atelier, du chevalet, qui est en 91 au sommet de sa reconnaissance. Et en demandant à Bernard Dufour de peindre et d'être le double de Piccoli, puisque ce sont les mains de Bernard Dufour qui dessinent en direct Béard en train de poser, en jouant de la lenteur et de la force du son, on a, avec Rivette, qui est un cinéaste qui s'intéresse à l'improvisation, au temps réel et qui a pu faire des films démesurément longs, qui s'intéresse justement à ce qui vient de la performance, c'est-à-dire être devant une action et prendre le temps de la regarder, être avec elle et voir comment elle vous parle. D'où l'expérience dans la salle obscure, parce que le film initial de La Belle Noiseuse dure 4 heures. Et que donc il y a de l'ennui, évidemment, parce qu'il y a de la lenteur, on voit quelqu'un qui peint, mais en décidant ce parti pris d'aller aussi lentement que le peintre ne travaille, il y a quelque chose chez Rivette qui est une intuition qui me semble bien plus contemporaine, qu'on a quand même attrapé Glaber Rocha, Watkins, vous voyez qu'on a des grands noms, et Rivette par exemple, qui dans leur façon de montrer les artistes sortent du cliché. On y retourne immédiatement avec ce James Ivory qui filme Anthony Hopkins en Picasso. On y retourne aussi avec ce Schnabel qui pourtant est peintre, avec ce Basquiat. Pourtant, vous voyez, mais David Bowie qui joue Andy Warhol, c'est quand même pas très bon non plus. On a pourtant Benicio del Toro, Hopper, Gary Oldman. Je ne vote pas pour lui, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Le Artemisia, l'artiste femme de 97 par Agnès Merlet, c'est pas, voilà, c'est des figures de femmes artistes. On n'en avait pas, donc on va pas faire la fine bouche, mais je suis en train de comparer, d'aller assez précisément dans le détail, et puis j'espère vous donner envie de les regarder. Ici, un petit chouchou en passant, le Charles Maton, qui a fait ce Rembrandt dans lequel joue la fille Boringer, mais qui, on va le voir, Charles Maton est lui-même un artiste qui joue avec l'art et la représentation et le trucage en faisant des sortes de petites maisonnettes qu'il va aménager, qui vont ressembler à des scénettes de cinéma. Un autre chef-d'œuvre, alors là, je vote pour l'avoir commenté et montré 10 fois, Lautrec de Planchon, qui montre vraiment pas une caricature d'un petit gars surdoué qui adore coucher avec des filles et peindre tout le temps. Je vais arrêter de commenter. Un Sora qui montre un Goya. Un très bon Ed Harris qui filme et joue le rôle de Pollock. Pas facile d'être les deux. Un merveilleux, je vous y invite, Basquiat qui joue un rôle d'un artiste lui-même dans ce film de Bertoglio. Un tout à fait passionnant film de Quantek. Un très bon aussi Julian Temor avec Frida, avec un jeu de Alfred Molina qui joue Rivera, qui est tout à fait passionnant. Un très mauvais Modigliani de Mike Davis de 2004. Un pas mauvais, on dirait que je donne des notes, mais je vais arrêter de commenter. Un Klimt de Ruiz. Un Goya de Milos Forman. Un Greenaway qui intègre beaucoup d'histoire de la peinture. Voilà, le sous-titre Meurtre dans un tableau hollandais est très mauvais, alors que Meurtre dans un jardin anglais était un très bon film. On y reviendra sur ce Greenaway parce que voilà quelqu'un qui joue avec les images dans les images dans les images, c'est au cœur de notre propos. Un Gréco de 2007, une Séraphine de 2008, on se rapproche, et donc je peux aller plus vite, un Dali, un Bruegel, un Renoir, une Berthe Morisot, un Hopper, un Rochefort en artiste, un Goltzius à nouveau du Greenaway, un Turner,
une peintre peu connue, un Fujita, un Cézanne, un Gauguin, un Rodin, un Giacometti, un Van Gogh. Finalement, pas d'artiste contemporain. C'est quand même un constat étonnant de faire toute cette file en se disant tiens, je vais regarder ce film. Si on vient à la figure du peintre, je remonte en amont, Georges Monca, 1912, voilà Rigadin, peintre cubiste, donc le cinéma de ses débuts, mais longtemps connaît mal, on va le dire gentiment, ou est un gros ringard par rapport à la figure du peintre. Évidemment, la dame est en cube, puisque le peintre est cubiste. Le peintre, le cordat de Rembrandt est une façon de montrer l'artiste prestigieux, valorisé, admiré de tous, ce qui n'est pas toujours le cas historiquement, mais qui donne un double au cinéaste tout à fait passionnant. On le trouve ici dans le Houston de Moulin Rouge. Voilà, la figure du peintre est à son maximum ici chez Picasso, avec ce Charlton Heston complètement possédé, comme peut-être Michel-Ange ne l'était pas. C'est une façon d'interpréter très romantique, très datée d'ailleurs. C'est ça que j'essaye de questionner, parce que ce recul par rapport... on est d'accord que je n'ai pas fait de film et que je ne saurais pas en faire, hein. La critique est aisée, mais l'arrêt est difficile, comme dirait Duchamp. Mais qu'il s'agit aussi de regarder dans ce monde d'images dans lequel on baigne, comment les artistes nous sont montrés et comment. Alors, en creux, ce que je suis en train de dire ici, Roublev, en creux, ben, notre conception de l'art et de l'art contemporain, ben, elle n'est pas aidée par cette conception passéiste, en fait. D'artistes, on va le voir, avec de l'humour, qui sont en train de jouer de leur propre image et de ce qu'on attend d'un artiste. Le chef-d'œuvre de Roublev, c'est celui de regarder ce que c'est que regarder. Ouais, ce que je disais avec Rivette, le temps long du travail est une façon de questionner le travail de l'artiste et de l'art en général. C'est une transformation lente de soi-même, le travail de l'image et le partage avec le public. C'est pas juste faire une petite peinture et puis recevoir des fleurs et être riche. Le peintre est aveugle. Et ce qui est intéressant dans cette figure du peintre qu'on a chez Watkins, c'est que très souvent, dans le travail du metteur en scène, quand il y a justement un travail sur cette représentation du travail, il y a un travail du son qui est passionnant, c'est-à-dire que quand le peintre est filmé, il va, voilà, parce que le questionnement de l'artiste, voilà Scorsese dans le Kurosawa, quand le peintre est en train de travailler, dans les affres et les difficultés de la création, voilà le maton dont je parlais, quand le peintre est en train de travailler, j'avance. Vous voyez ces artistes dans leur atelier toujours. Donc la figure de l'artiste dans l'atelier, on a vu que dans l'art contemporain, elle était plutôt devenue ridicule, ou en tout cas une façon d'être questionnée, ne serait-ce que par Warhol qui appelle son atelier l'usine, la factory. On est en train de produire, on n'est pas en train de faire des gribouillis, hein. Cette figure du peintre, elle est, quand elle est questionnée par le cinéma, et c'est ça qui est intéressant, parce que vous voyez, on a des artistes en train de crever d'étoiles et d'être inquiets, d'être continuellement en train de travailler. On est loin du Jeff Koons qui sous-traite et qui fait travailler les autres. On est dans les affres de la création, dans la difficulté continuelle, et il faut bien nous le faire comprendre. Et vous voyez que les plans d'un film à l'autre se ressemblent énormément. C'est un peu en contre-plongée, le doute, le plissement des yeux, le zoom qui est sur l'œuvre et puis sur les mains. Voilà, c'est cet art de la main en plus qui est tout le temps montré, alors que beaucoup de ces artistes contemporains ne travaillent pas directement avec leurs mains. Et je voulais en venir au fait que voilà, la musique est emphatique en fait. Quand on a ce Gauguin de Deluc de 2017. Je suis un grand artiste et je le sais. C'est proche du supplice, toutes ces couleurs vivaces. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. Vous comprenez que la caricature est proche du Gauguin. Il me semble que la bonne idée de Deluxe, c'est de le présenter. S'il m'écoute, Vincent Cassel, il le prendra pas mal, mais il a un côté tête de con qui va bien avec Gauguin, qui est une sorte de type qui veut un truc jusqu'au bout. Ça, c'est la bonne idée. Sinon, il y a vraiment à discuter sur le film.
et je ne le dis pas gratuitement, je peux envoyer les coordonnées. Voilà, cette emphase qui cherche à exprimer l'artiste en train de créer, la lenteur, va se retrouver dans un travail du son qui, chez Peter Watkins, c'est assez génial, c'est-à-dire que le son va être poussé très fort, plus fort que quand on dessine, ça ne fait pas crunch-crunch à ce point-là, pour qu'on entende les difficultés du travail en train de se faire. Et cette façon de montrer... Cette façon de montrer par le son le travail mental est déjà plus intéressante que des types en train de pleurer, de hurler, de transpercer des toiles, plus distanciée, plus fine, il me semble. Mais aussi une façon, parce qu'on n'entend pas ce qu'il y a dans la tête d'un peintre, vaut mieux d'ailleurs. Et ce travail sur le temps, sur le temps par le son, est une façon, il me semble, ben là je réunis Watkins et Doillon, sur le travail de Dufour, le bras ici représenté avec Michel Piccoli en train de torturer son modèle tout doucement. Au fur et à mesure que le film avance, il lui demande de prendre des pauses qui sont de plus en plus difficiles. Ce travail-là se retrouve aussi dans le crissement du fusain, dans le crissement de la plume. Pas la peine, vous la dégagez simplement. Mais tenez-vous droite. Hein, vous êtes bien de chez nous. Vous savez pas, on vous a jamais appris à marcher avec une machine à coudre sur la tête. Faites comme si. Droite. Droite comme si vous étiez tiré au plafond. Ça fait mal. C'est que c'est mieux. Le coup de génie du film, c'est celui d'aller chercher Bernard Dufour et de prendre un artiste qui travaille sur le nu, qui travaille sur le portrait, qui travaille en atelier avec un modèle comme ça se faisait avant, mais qui, par ce jeu de décalage de son travail, le lien, la remise en cause de l'abstraction au moment où Dufour travaille, l'exploration d'une nouvelle figuration, reprend ce petit hors-série d'art-presse, va être une façon de questionner le rapport au modèle de l'artiste, le rapport à l'atelier, le rapport à la recherche. Et il se fait dans ces gros plans de la main et sur le long temps du travail de Dufour en action. Ce qui rend... finalement, on n'est pas loin du Picasso en train de peindre dans le Clouseau, mais on n'est pas dans la fascination, en fait. Cette saturation du son, cette lenteur fait qu'on n'est pas dans une espèce de réussite avec Picasso va nous faire un tour de magie et on va y arriver. On est dans quelque chose qui est en train de chercher. Et ça, c'est assez passionnant. Ce qui me fait vous montrer ce chef-d'œuvre pas connu, c'est le cas le moment de paraphraser Balzac, de Glauber Rocha, qui est le grand cinéaste brésilien, il y en a d'autres, des années 70, avant que le Brésil ne retourne dans les difficultés, autour, après. Il a une idée extraordinaire qui va vous choquer ou vous séduire dans ce film qui est un hommage à un peintre Cavalcanti brésilien assez célèbre. Il a une idée incroyable,
c'est que Cavalcanti est réputé pour avoir intégré des éléments de la culture populaire brésilienne, de la couleur facile, qui a beaucoup plu. Et Cavalcanti vient de mourir. Et l'idée de Glauber Rocha, c'est de filmer son enterrement et de filmer en aller-retour avec des images à lui, le visage de l'image absolue, si on peut dire, c'est-à-dire le visage de Cavalcanti dans son cercueil. Ce qui n'a rien en un sens de glauque, hein, il n'y a pas de truc gore, mais en un sens, c'est l'image sacrée absolue, ce qu'on ne regarde pas, ce qu'on ne filme pas. D'ailleurs, la famille de Cavalcanti va être furieuse contre ce film. Mais cette façon d'amener l'image à l'endroit où on ne s'y attend pas pour montrer la peinture en alternance est une merveille. Le film est assez court, il dure 15 minutes, on va regarder le début. Et il y a aussi ce travail sur le son et cette discontinuité. Cavalcante, título do filme. Ninguém assistirá ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, aquela pantera foi a tua companheira inseparável. Filmagem causa espanto e irrita filha e amigos. Jornal do Cavalcante, amigo de muito instante, de muita situação. Dos teus 13 lustros idos, 5 foram bem vividos na companhia constante deste também, teu irmão. Quantos amigos partiram? Quantos ainda partirão? Mestre pintor Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque, ou melhor, de... Ninguém viu Glauber entrar para iniciar a filmagem do velório. Um ano sempre segue a outro ano. Mas que tem? Se mais humano fica um homem igual a ti, viveste de Cavalcante, foste amigo e foste amante, não há outro igual a ti. Agora dá uma panorâmica geral, enquadra o caixão no centro, depois começa a filmar da esquerda para a direita, aqui devagarinho, vamos lá, 1, 2, 3, quando acontece, chega na 10, mandou parar. O artista morto só terminaria 1 hora e 23 minutos depois, junto ao túmulo no cemitério São João Batista. Quando, por solicitação da filha adotiva do pintor, Elizabeth, uma amiga da família pediu a Glauber para parar com esse espetáculo. Ele explicou, não se preocupe, esta é a minha homenagem a um amigo que morreu. Estou aqui filmando a minha homenagem a um amigo de Cavalcante. Agora dá licença. Juntos bebemos champanhe, mescal, uísque para ti. Juntos rimos e choramos no México e em Paris. Quantas mulheres amamos, quantas Marias perdi, a muitas eu disse és, a muitas disseste oui. Nous séparamos de tantas, mas nunca nos séparamos. À mon avis, un petit chef-d'œuvre, voilà le visage entouré de fleurs du mort de Cavalcanti, un petit chef-d'œuvre dans l'art de filmer un truc vivant, en fait, puisque vous comprenez que cette peinture, c'est la vie des paysans, la vie des marchands, quelque chose de très joyeux, et que la mort est tout l'inverse, et que un enterrement encore plus, mais que cette technique de la caméra à l'épaule qui va se balader, ce choc du son, on entend quasiment un commentaire de foot en même temps qu'un enterrement. Voilà, cette disjonction de l'un et de l'autre est une façon, il me semble, beaucoup plus contemporaine de parler de l'artiste et de la peinture. On le retrouve, cette distinction du son et de l'image, dans ce meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, où on va avoir pas un portrait d'un peintre réel, puisqu'on est en 82 quand le film sort, mais au XVIIe siècle apparemment, et le peintre est engagé pour faire des images de la maison, mais va se retrouver, alors qu'il croit avoir tout compris et séduit la patronne, complice, en tout cas témoin du meurtre, puisque dans les dessins, il a dessiné sans le savoir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Voilà, c'est la peinture. C'est qu'est-ce que c'est que voir, qu'est-ce que c'est que regarder, ce qui est un sujet qui intéresse beaucoup le cinéma.
mais qui, quand il va convoquer la figure du peintre, retourne un peu en arrière, sauf dans quelques-unes de ces exceptions que je cite là. On pourrait, avec Greenaway, voir à quel point il y a un travail de la musique et un travail du son qui montre cet art de la peinture qui est tout à fait différent, pas seulement dans la reconstitution savante de tableaux, parce que Greenaway, qu'on vient de voir, est un fameux connaisseur d'histoire de l'art, que ce soit Rembrandt ou que ce soit des installations comme il le fait récemment. On en revient à notre artiste en train de travailler et en train de chercher. Dans le Pollock de Ed Harris, voilà, avec le commentaire de Ed Harris, j'ai vu une photo de Pollock devant cette immense toile blanche et j'ai capturé des images du film. C'est plus ou moins ce qui m'a inspiré pour ce plan. Il observe la toile. Voilà, là, on est dans quelque chose qui ressemble au contemporain dont je parle, pas une caricature de l'artiste avec un béret, mais dans quelque chose qui essaye de montrer le travail en train de se faire. Il y a sans doute un pas de côté à faire. Et même si on est quand même dans une espèce de quête difficile, on a quand même avec Pollock la vie d'un artiste qui picole, qui meurt jeune, un peu beaucoup torturé. Donc on a toute la combinaison qu'il nous faut pour montrer le peintre au travail et son inspiration. Mais on a dans ces idées de Ed Harris, voilà, si j'avais eu le courage, je serais resté là 1 minute sur la toile blanche. J'aurais pas été, c'est un film plus grand public, donc il a été obligé de faire des concessions, mais je trouve qu'on est dans quelque chose qui s'adresse au grand public, mais qui va assez loin dans cette capacité voilà, si j'avais eu le courage, j'aurais mis un plan fixe sur une grande toile blanche. On revient à des images plus attendues, mais c'est tout à fait passionnant que Ed Harris, dans le commentaire du DVD, le concède. J'ai commencé à peindre sur un film en plastique posé sur la toile, et la musique m'aidait à donner du rythme à la scène, puisque c'est lui qui joue l'artiste, sans pour autant en faire des tonnes. Le mec a eu une inspiration, il peint, il a une idée. Il en a fait 12 ou 14 heures d'affilée. C'est le seul moment du film où on voit peindre par coup de brosse. On a renoncé aux scènes où on le voyait toujours en train de peindre, où il éclaboussait. Voilà. Ed Harris dit que dans la façon de montrer l'artiste en train de travailler, ce n'est pas un cours d'histoire de l'art. Vous comprenez l'allusion. Où il voulait en venir, le prof? C'est ça la question. Il voulait en venir, il n'aura pas le temps de le dire vraiment, dans le fait que, à mon avis, le Rodin de Douallon, il est très bon sur ce sujet-là. Publicité qu'on ne m'a pas demandé. Il voulait en venir à un truc rigolo. Ah non, je ne vais pas commencer par lui. Commencer par lui. Du trash. La scène californienne dont j'ai parlé, un petit peu, avec ce jeu du dégueulasse inattendu, fait faire à Paul McCarthy que voici un film en 95 où il ressemble à un clown, il a des grandes mains, un nez de Pinocchio, un pinceau géant que voilà, dans un atelier avec des pots de peinture monstrueusement grands, qui s'appelle Painter et qui va très mal tourner. Quel le dire. On n'en voit qu'un petit bout, vous pouvez le trouver sur internet, il dure 50 minutes. Un artiste qui fait le niveau présenté dans une galerie. Okay, now, what you have to do, okay, you know what, this is, okay, what I want to think about you, just try to listen. Try to listen to what I have to say. Don't pay much attention. Try to stick with it. Try to listen. Try to listen. Try to move. Try to think about if. Oh no! Interference. Try not to think. Try to
fucking painting, 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 fucking painting. En vrai, c'est comme ça un artiste dans son atelier. Hein. C'est pas toute la version romantique qu'on vous a racontée. C'est un mec mal fringué en chaussettes, avec des doigts géants qui sait pas peindre et un pinceau. Et vous allez voir un petit bout qui reste raisonnable à voir, puisqu'après ça va mal tourner. Fucking painting, 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 fucking painting. Try to understand the emotions. Try to see my way. Try to feel. No, it's fucking pain, fucking pain, fucking pain, fucking. Okay, now. On y est. God. Vous comprenez que ça va mal tourner, non seulement pour la peinture, pour l'atelier, pour le peintre, puisque à la fin, il n'arrive à rien faire de ses mains, donc il prend un hachoir, il se coupe les doigts. Et donc, que le travail de Paul McCarthy, qui vient de la performance, on est en 1995, performances qui sont filmées et diffusées après, va questionner Painter, on ne peut pas faire autrement, toute cette histoire de la peinture. Là, c'est un clin d'œil évident à l'abstraction américaine. Et c'est pour ça que je fais ce sujet juste après qu'on ait vu à quel point Jean-Michel Basquiat était invité comme peintre savant et il le dit lui-même comme singe savant exploité. Voilà, cette distance par rapport à ce qu'on attend d'un peintre qui aurait une vie intérieure riche et qui serait en train de tout le temps de faire des belles choses. McCarthy s'en moque parce que c'est aussi le marché de l'art qui fabrique cette figure du peintre. Et que régulièrement, on a, regardez même l'art contemporain se retrouve questionné par le Banksy inconnu connu, puisque même quand il vend et qu'il trouve des subterfuges pour ne pas vendre, on le soupçonne d'être complice du système qui vend. Et un système qui est sans fin, le système médiatique fait que le travail va être montré et que s'il ne l'est pas, on prendra plutôt la solution à la Jeff Koons qui va dire cyniquement « moi je fais ça pour l'argent ». Et c'est le cas. Voilà, la figure du peintre chez McCarthy, elle est continuellement interrogée, ridiculisée, retransformée. Je vous rassure, quand il se coupe les doigts, c'est du ketchup qui sort, mais c'est le même qui nous a fait des grands cacas gonflables et un magnifique plug anal place Vendôme. Si, comme ceux qui ont commandé l'œuvre, vous ne savez pas ce qu'est un plug anal, vous n'avez qu'à chercher sur Internet, vous le saurez comme ça. Le même, ou pas tout à fait le même, et il est japonais, Kitano, et il a un travail qui est complexe et qui m'intéresse à inviter ici sur cette figure du peintre parce qu'il est lui-même peintre, mais il est aussi acteur comique pour la télévision, très très célèbre au Japon, et en même temps acteur tragique pour des films où ça se tire au pistolet l'un sur l'autre. Et ce que Kitano fabrique, voilà, sélection officielle à Cannes, il est aussi réalisateur, peut jouer dedans, mais il est aussi, ses films ne sont pas toujours fabuleux, on ne va pas s'en plaindre. Le voici en train de porter sa propre figurine, c'est-à-dire que ce soit un film de gangster ou que ce soit un film réalisé par lui, il y a au cœur de son travail une réflexion sur la figure de l'artiste et sur sa propre image, que ce soit sur les conditions qui l'ont vu grandir ou que ce soit sa réussite et la distance par rapport à sa réussite. Voilà, il se balade avec ce petit personnage, on va le voir, il lui fait passer un scanner pour regarder à l'intérieur. Kitano est d'abord connu comme Beat Kitano dans des émissions, on va dire à la Benny Hill. Le voici. Donc vraiment des trucs crétins rigolos. On est entre 86 et 89. La chaîne télévisée Tokyo Broadcasting System créée par Takeshi Kitano. Le voici en 89 dans Violent Cop, donc un film de gangster où il impressionne tout le monde par son sérieux et son tragique. Si vous ne connaissez pas cette partie du cinéma asiatique, restez la semaine prochaine, on en cause.
C'est-à-dire que c'est violent, mais c'est tellement surjoué que ça va marquer tout le monde. Et surtout, dans ce film de 93, c'est ce qui me fait parler de Kitano à propos de cette figure du peintre. Le voici réunissant toutes les figures attendues, puisque ça, c'est une peinture à lui, avec un autoportrait en béret. Mais quand on a un béret, une baguette, une clope, mais qu'on est japonais, il y a déjà un effet de décalage, permettez. Dans ce Hanabi, vous voyez que le générique, Thierry Jousse va nous en parler, il y a un jeu d'écriture, de couleurs. Il le déclare dans cette interview, je ne peux pas peindre ce que je n'ai pas connu. Voilà, Glory to the Filmmaker, qui n'est pas un film extraordinaire, mais dans lequel il y a ce jeu de mise en scène de lui-même. Le voilà avec lui-même. Il est très inattendu parce qu'il fait la gueule tout le long du film, alors qu'il est connu pour être un acteur comique, mais il fait bien la gueule aussi. Et le voici dans cette petite merveille de 2008, j'ai l'air d'avoir débordé de ma période 95, mais où il est en peintre, en artiste, en train de jouer avec ce qu'est l'artiste et ce qu'on attend de lui, remplissant le film de ses propres peintures, mais exposé à la Fondation Cartier en 2010, justement en train de montrer cet aller-retour entre sa peinture, son cinéma comme réalisateur et son cinéma comme acteur. Comment on range un artiste quand il fait ces trois trucs-là? On n'a plus les codes de l'artiste maudit, il est à la fois dans la réussite et dans le doute. Il est dans la gentillesse et dans la violence et brutalité. On ne sait plus quoi en faire. Voilà, ça, c'est l'art contemporain, c'est ça. C'est plusieurs entrées pour plusieurs analyses. Voici un petit blow-up qui nous montre les génériques, parce que vous savez qu'avec Thierry Jousse, on ne va pas s'attarder. J'ai un dernier truc à vous montrer merveilleux. Merveilleux. Les génériques de Kitano ne manquent pas de couleurs. Star de la télé dans son pays depuis des décennies, Kitano donne au Japon des génériques hauts en couleurs. Après une enfance compliquée et contrastée, en gris et rose comme il aime à le dire, Takeshi se fait un nom comme comique, mais va bientôt surprendre son monde. Comme acteur, d'abord appelé Beat Takeshi, il fait l'ouverture de Furio d'Oshima en 83, dans un premier contre-emploi qui sidère alors ses compatriotes pour le sérieux et la complexité de sa composition à l'écran. Furio, un des chefs-d'œuvre du XXe siècle. On va parler du Japon demain, mais oui. Il tournera quelques années plus tard à nouveau chez Oshima dans Taboo. Reconnu comme acteur et personnage imprévisible, Kitano joue en 95 dans Johnny Mnemonic, juste identifié Takeshi au générique. En 2000, il défraie la chronique en interprétant le professeur Kitano dans le cultissime Battle Royale. Et plus récemment, on le retrouve aux côtés de Scarlett Johansson dans le remake de Ghost in the Shell. L'artiste se nomme Kitano en tant que cinéaste, monteur, et Beat Takeshi en tant qu'acteur. Via sa société de production symbolisée par un grand K, Kitano se métamorphose en cinéaste kafkaïen, entre comique manzai et yakuza tragique. Les génériques de ses premiers films à partir de la fin des années 80 sont plutôt sobres, parfois même sans musique, comme ici dans Yugatsu, ou dans A Scene at the Sea, juste accompagné par l'écho infini de l'océan, si important dans la culture japonaise. L'air de rien, Kitano dépeint les couleurs du Japon, et pas que l'urbanisme nippon. Le Japon dans toute sa variété géologique, végétale et chromatique, tel ici dans Sonatine en 93, dans une scène post-générique de fin inattendue. Avec ses films et ses génériques, Kitano aime passer du coq à l'âne, comme dans le méconnu Getting Any, qui se conclut avec un détournement de E.T. En 2005, le cinéaste fait débuter son Takeshi's avec un faux générique de fin. Kitano raconte le flou entre réalité et fiction, entre désordre et hasard, et rêve même un jour de monter un film en tirant les scènes au sort. Ce serait un montage fantastique, déclare-t-il.
Inversement, sa série de polars Outrage dans les années 2010 prend soin d'unir visuellement les 3 génériques. Pas de dogme chez Kitano, mais un certain goût des cycles et d'éternels retours. Oui, où il veut en venir, c'est-à-dire on a un artiste qui est rigolo, violent, intellectuel, et qui, l'air de rien, ne serait-ce qu'en regardant les génériques, est capable de faire des jeux de référence entre plein d'éléments différents les uns par rapport aux autres, qui, je ne le montre pas là, mais intègre sa propre peinture et son propre travail à l'intérieur de ses créations. Qu'est-ce que j'en conclus? Avec le travail, le cinéma loupe la figure de l'artiste contemporain. Et c'est par des artistes eux-mêmes qui sont polyvalents. On pourrait en un sens mettre Lynch dedans, c'est-à-dire des artistes qui passent d'un univers de création à un autre, qu'on comprend mieux ce travail du contemporain. Et ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est ce livre qui est sorti plus tard, 2003, c'est que finalement, dans la figure de l'idiot, dans la figure de l'artiste qui a l'air de tout rater, dans la figure du gars qui fait un truc et qui produit rien, qu'on retrouve chez Buster Keaton, c'est-à-dire dans un système où la société veut qu'on produise tout le temps, qu'on soit efficace, efficient, et avec quelqu'un qui est... parce que l'idiotisme, c'est la particularité, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être dans le général, on va dire. C'est pour ça que le sous-titre de Joannet, c'est « Art, vie, politique, méthode ». En faisant un truc qui ne marche pas, en faisant casser le système comme le fait Chaplin dans les temps modernes, qui me semble son meilleur, l'artiste est en train de montrer que être soi-même, être comme un gamin, être un peu crétin est une façon... ici, une œuvre de 94 de Gilles Barbier qui a été exposée longtemps au Macval ou qui est réexposée à Vitry régulièrement. Voilà, par ce jeu de référence, on a un mannequin avec tout un cycle au-dessus de lui qui s'appelle l'ivrogne, tout un tas d'images noires qui sont à la fois du pop art, des objets qu'il a récupérés et qu'il a transformés. Les artistes du contemporain, par cette figure inattendue de l'idiot, vont être ceux qui sont capables de questionner ce que la société veut qu'on produise et de freiner cette demande de production. Ici, c'est Éric Duquertz qui a disparu il n'y a pas très longtemps, mais en 2011, là aussi, montré au Macval. C'est une merveille, vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez l'occasion de voir ce que fait Éric Duquertz, c'est un faux prof d'histoire de l'art. Donc, ses interventions sont des performances qui sont en vrai ou filmées. Bon, il a disparu. Et il va commenter avec un très, très grand sérieux des PowerPoint, un bureau, une projection, une bouteille d'eau, des trucs qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que ce jeu de l'idiot savant, voilà, là, il est en train de faire de l'explication de la racine d'un mot qui ne signifie rien du tout, mais il le fait avec un tel talent de comédien qu'on y croit carrément. Cette figure de l'idiot qu'on trouve chez Kitano, qu'on trouve dans ce qu'a montré Paul McCarthy, je la montre pour finir chez Pierrick Saurin, parce que ce Nantais qui a 60 ans a fait une chose qui est là une vraie merveille, je l'ai annoncé. Il est l'artiste qui se met en scène lui-même dans des sortes de montages complètement invraisemblables. C'est toujours lui, là, 10 fois. C'est une sorte de réponse à Cindy Sherman qui se mettait en scène. Pierrick Saurin est à la fois tout le temps... il est fasciné par Méliès, il est fasciné par le cinéma muet des débuts et par ces espèces de mauvais montages de l'art vidéo. Il a un humour fou, mais il est continuellement celui qui se moque du héros, celui qui rate, en fait, qui a l'air complètement à côté de la plaque. Déjà, l'humour en art, c'est pas si fréquent. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Kitano, chez McCarthy, chez Saurin, c'est que à la fois le type qui fait rire, il fout un peu mal à l'aise, voire il fait un peu flipper à un moment donné, que ce soit le costume qui est surjoué ou l'effet ringard qui tombe à plat. Et puis chez McCarthy, avec de la violence, puisqu'il se coupe des doigts avec du ketchup qui coule. Mais chez Pierrick Saurin, cette espèce de jeu, elle est continuellement pour questionner en fait ce qu'on attend de l'artiste. Et son petit chef-d'œuvre, son nom est là, c'est en 88, ça s'appelle Réveil, et vous allez comprendre tout à fait, vous pouvez le retrouver sur Internet, pourquoi est-ce que c'est un chef-d'œuvre. Il explique comment il l'a fait même. Juillet 1988. La caméra est installée près du lit pour l'autofilmage. Je serai cadré en plan rapproché poitrine.
Réglage, mise au point, exposition. Poste de radio en position marche, branché solidairement avec les lampes, 1500 watts, sur un programmeur de tension. Le micro disposé à la tête du lit a pour fonction la télécommande de la caméra. Déclenchement du programmeur est réglé selon les jours entre 7 et 8 heures du matin. Vous avez compris, tout le mécanisme est montré. Calé sur son réveil, la lumière s'allume et le film va tourner. Donc nous allons assister pendant 2 mois au réveil de Pierrick Saurin. Et pour ceux qui ont du mal le matin, vous allez beaucoup aimer cette œuvre de 1988. Ce soir, il faut que je me couche tôt parce que là, aujourd'hui, je suis encore complètement crevé. Ce matin, je suis carrément en retard parce que je me suis endormi après le réveil. Ce matin, là, je suis assez fatigué, puis il fait plutôt froid. Ce soir, là, faut vraiment que je me couche tôt parce que j'ai du mal à rassembler mes idées. Ce matin, là, je suis vraiment très fatigué. Ce soir, il faudra que je me couche tôt, parce que là, je suis vraiment fatigué. Et ça peut plus continuer comme ça. Et très bien, je vais encore être complètement énervé. Et puis, là, hier soir, je me suis couché assez tôt, mais c'est pas encore suffisant. Faut que je me couche plus tôt. Voilà, le principe de réveil en 88, c'est un système d'autofilmage. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'humour dans le travail de Pierrick Saurin, mais le commentaire, pour finir, d'Elisabeth Milon, qui me semble tout à fait pertinent, c'est que en répétant dans chaque capsule qu'il est complètement crevé et en formulant sans cesse le souhait de se coucher tôt, plutôt dorénavant en nous donnant le lendemain la preuve de l'échec de sa résolution, un petit côté ado, Pierrick Saurin met en scène l'itération de sa propre défaite, c'est-à-dire tous les matins, il faut que je me couche tôt, et tous les matins, il est crevé. Et donc, en faisant ça, il ne fait pas seulement un film comique avec des systèmes pour se filmer, parce que c'est en allumant sur le micro que ça se met à filmer. Les réveils est un autoportrait de l'artiste à moitié endormi, pris par surprise dans ce moment intime. La structure répétitive accentue l'effet comique et place l'auteur dans une situation d'échec à répétition. Voilà, l'artiste est celui qui rate, en fait, l'idiot. C'est l'image de l'artiste habituellement vue comme un créateur qui est ici remise en question. Et voilà, ce qu'elle ajoute, c'est que l'humour surgit essentiellement du paradoxe constant entre ce constant recommencement de la scène et la répétition chaque matin d'une même affirmation. Voilà, puisque Pierrick Saurin dit à la fois ça ne peut pas durer, alors que justement le film n'arrête pas de recommencer la même chose. Un peu comme si son propre dispositif lui échappait ou désobéissait à ses commandes. Et c'est là où le Pierrick Saurin en question est au cœur de cette distance à l'image de l'artiste qui fait, à mon avis, le sel et l'intérêt de l'espace contemporain. À demain.